Active Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 158e épisode du Saint-Étienne Night Club. Oh que c'est compliqué. Je vous préviens, ce soir je vais peut-être être un peu à contre-courant, tel un saumon des fjords du pays de Söderlund. J'arrive pas à accepter la défaite d'hier. Bizarrement, j'ai eu plus de facilité à digérer l'humiliation subie face à Nice que la défaite d'hier soir. Alors il y a plein de raisons à ça, déjà évidemment parce que c'est le derby et que lors d'un derby, un supporter n'envisage pas la défaite malgré les vents contraires. Aussi parce que la rotation des émissions fait que je présente l'émission ce soir, et ce n'était pas le cas après Nice. Pensez d'ailleurs ému à Kevin qui avait fait le débrief du 8-0. Donc j'ai quand même pris le temps de lire toutes les réactions, de repenser au match, d'en parler avec des gens autour de moi. J'ai pas pu faire l'autruche et me forcer à penser à autre chose directement après comme j'avais pu faire contre Nice. Bref, j'y arrive pas, je digère pas. Et pourtant, autour de moi, j'entends que le match n'était pas si déséquilibré. C'est vrai. Que c'était à l'extérieur et que à l'extérieur, c'est pas un résultat catastrophique. C'est vrai aussi. Qu'on a vu de belles choses. C'est vrai. Mais bordel, c'est le derby. J'arrive pas à être rationnel après hier soir. Je suis le seul comme ça ? Parmi vous, les auditeurs et auditrices, il y a des gens comme moi que ça agace presque d'entendre ce qui a été positif hier soir ? Bon, je vous rassure, ce soir, je vais mettre une grande partie de cette frustration de côté pour qu'on puisse analyser et parler sereinement de cette rencontre. Mais à l'heure des données froides et rationnelles, de l'analyse tactique, d'un football de plus en plus neurasthénique et dépassionné, je me devais d'être sincère et vous partager mon émotion qui, j'ai l'impression, n'est pas forcément majoritaire dans nos rangs. Alors ce soir, pour parler de cette défaite que l'on qualifiera de frustrante mais encourageante, histoire de rassembler tout le monde, j'ouvre la porte du live à Antoine Chira. Bonsoir Antoine. Salut. Comment te sens-tu ce soir ? Eh ben écoute, très très frustré. Il y a un petit peu de déception comme tu disais, mais j'avais tellement de crainte, tellement d'appréhension avant ce match que ça se passe très très mal pour la SS, que ça a un petit peu diminué ma peine au coup de sifflet final, on va dire. J'avais vraiment peur que ça tourne un match un peu comme contre Nice. Ouais. Finalement, on perd que 1-0. On a ces occasions en seconde période qui nous permettent d'y croire, qui auraient pu nous permettre de ramener ce match nul là. Alors évidemment, il y a beaucoup de frustration, de la déception, mais tout ça c'est un petit peu atténué d'une part par la prestation collective assez satisfaisante dans l'ensemble, et d'autre part parce que, comme je l'ai dit, j'avais terriblement peur que ça se passe, qu'on prenne une vraie déculottée là-bas. Ok, bon. Eh ben écoute, c'est bien, on va avoir de la nuance alors ce soir. Juste derrière lui, celui qui, il y a quelques minutes, vous a livré sa 296e chronique, écrite avec le stylo si aiguisé que je vous conseille de l'écouter en prenant des notes. Passe la porte et rejoins-nous, Joss Randall. Bonsoir Joss. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bonsoir Gab, bonsoir Antoine et bonsoir Keun, dont le décolleté pigeonnant ne cesse de m'émoustiller. J'ouvre un bouton de plus chaque soir. Ouais, je vois ça. Ouais, alors moi je suis un petit peu du même avis qu'Antoine, c'est-à-dire que je ne penche ni dans le camp des ultra optimistes ni dans le camp des ultra énervés comme Keun. Je pense qu'il faut garder un peu de mesure. Après, il y a deux facettes à l'analyse. Le derby, c'est pas un match comme les autres. Dans tout ce qui concerne le décorum, l'atmosphère, la façon d'apprendre le match, bon, il y aurait beaucoup à dire. On est loin des derbys, de certains derbys d'antan, en termes d'agressivité, en termes même de langage corporel avant et après match. Ok.
Après, qu'est-ce qu'on attendait d'une équipe de gamins, mercenaires pour la plupart, à arriver cet été? En fait, il n'y en a aucun qui avait joué le derby, c'est-à-dire que Ouais. c'est pas en 4 mois qu'on apprend la culture derby. Je veux dire, faut être clair. Pour eux, c'était d'abord un match de foot. Voilà. Donc moi, j'avais pas d'attente démesurée là-dessus. Ça, c'est des attentes de supporters en fait. Tout le monde dit ouais, mais le derby c'est la guerre. Non, le derby c'est pas la guerre. Déjà, c'est d'abord un match de foot. Et tu peux pas. Moi, je pense que il va se passer du temps avant qu'on voit renaître cette approche-là du derby. Mais même chez les Lyonnais, je l'ai pas senti en fait. Voilà. Ouais. Cette approche-là elle a disparu parce que ça fait 2 ans qu'il n'y a plus de derby, parce que les gens passent, parce que je suis désolé, à la feuille, au coup d'envoi, il n'y avait pas de joueurs stéphanois qui avaient connu ça Mm. avant. À part Petro un peu vraiment dans les classes de jeunes, Oui, dans les classes de jeunes, Mouton un Mouefek, peu. Petro, tout Enfin, ça. Mm. voilà, mais on n'est pas, Ouais, voilà, fait. on était en déficit de ça. Donc moi, j'attendais rien de particulier à ce niveau-là. Donc du coup, je me concentre plus sur ce que j'ai vu sur le terrain. Et là, je suis très partagé 50-50. Une vraie déception parce que c'est un derby et que c'est une défaite qui fait plus mal qu'une autre, mais aussi parce que je pense qu'il y avait moyen de faire autre chose qu'une défaite. Ouais, Voilà, c'est ça pour moi la déception. ok. Et de l'autre côté, je pense que si on prend un tout petit peu de hauteur et qu'on sort de l'atmosphère du derby, il y a deux, trois choses sur lesquelles on pourra s'appuyer. Et tu fais bien d'ailleurs de préciser que oui, malgré ce que j'ai dit en introduction et la frustration, ça reste un match de foot et ce n'est pas la guerre. Et tu as bien fait aussi de le souligner dans ta chronique vis-à-vis de John Textor qui, au vu du contexte géopolitique, parlait de guerre ou de champ de bataille par De rapport à zone un de match guerre, non, de zone de il a guerre, employé le voilà. terme de zone de guerre pour décrire l'ambiance qu'il voyait autour du stade, pour dire à C'est quel point il est quand même con à bêcher de la flotte, lui. Hein. c'est à minima maladroit. Et enfin, parce que la tablée n'est pas complète, celui qui viendra compléter cette tablée, celui qui nous apportera à table les plats que vous allez cuisiner dans le chat. Bonsoir Gab. Salut Keun, salut Antoine et salut Joss. J'espère que vous allez bien et salut le chat également. Et on vous salue bien sûr vous qui nous regardez en direct, on vous salue ceux qui nous écoutent également en podcast. Au programme ce soir, le débrief du match évidemment, un rapide tour des résultats de la Ligue 1, le quiz de fin d'émission, mais bien sûr, avant qu'on commence, n'oublions pas de rendre un hommage sincère à Rachid Mekloufi, légende parmi les légendes de notre club et jeune comme vieux. Dans ce club, nous sommes imprégnés de la grande histoire passée et je ne pense pas avoir été le seul cette semaine à avoir été ému par la disparition de l'un des personnages principaux de ce conte fantastique que nous racontaient nos grands-pères. Alors on y va, c'est parti, jingle. Active Synthé Night Club, le débrief. Alors on a commencé à parler dès l'introduction de nos sentiments vis-à-vis de ce derby. Et j'ai vu, Gab, que tu avais posé la question aussi dans le chat et que ça nous donnait déjà des premiers indices de quelle est la météo des cœurs stéphanois. Ouais, bah j'ai posé un petit sondage. Ce qui revenait majoritairement, c'était la frustration en fait, si près mais en même temps si loin, de ramener quelque chose de Lyon. Et sinon, dans les premiers messages, on a Céline qu'on salue qui dit qu'elle a beaucoup de regrets. Il y avait au moins la place d'aller chercher au moins un point, mais elle est quand même contente d'avoir une belle équipe de Saint-Etienne. Sur YouTube, on a Stéphane qui nous dit qu'il est agacé et frustré parce que si nous avons perdu, c'est avant tout à cause de nous, donc de la SSE. On a Jo42 qui fustige l'attitude d'Olivier Dalloglio, notamment avant et après le match, qu'il a trouvé, on va dire, trop, pas second degré, mais qui n'était pas assez dans l'émotion derby, on peut dire ça comme Trop ça. détaché. C'est un constat qui est partagé. Ouais, c'est ça. Ok. Un constat qui est partagé par Jimmy Reefer sur YouTube aussi, qui enrage aussi contre les discours de Mouton ou Davitashvili. On a vu, il y a une photo de Davitashvili et Miko Tadze qui sont ensemble en sélection, qui a fait pas mal parler sur les réseaux. Chacun aura son avis. Et ouais, globalement, c'est des regrets parce que je pense que tout le monde est conscient qu'il y avait la place de ramener au moins un match nul de ce match. Bah, justement, est-ce que
Vraiment, il y avait la possibilité de ramener un match nul, au vu de la première mi-temps notamment, qui a été surdominée par l'Olympique Lyonnais. Enfin, surdominée. J'exagère peut-être un peu avec ce terme, mais quand même pas mal dominé par l'Olympique Lyonnais, où il touche le poteau, où il marque un but, bon, certes un peu cafouillage, mais il marque quand même un autre but. Il termine avec plus d'expected goal. Toi, Antoine, t'y croyais à la possibilité de ramener un match nul tout le long du match? On y croit tant qu'on reste au contact, tant qu'on reste à 1-0, on peut y croire. Surtout qu'il y a quelques éléments qui nous font penser qu'on peut avoir un petit peu la chance avec nous. Il y a ce poteau de Lacazette, il y a cette grosse occasion ratée de Fofana en première période là sur son pied gauche. Il y a ce but refusé avec cette main de Mikotadze. Donc il y a un moment, on se dit, ça va le faire. On va faire un braquage. Ce match, il m'a rappelé un petit peu un derby par le passé où c'était Mathieu Debuchy qui avait égalisé en fin de match. On avait pas mal subi, finalement, on avait réussi à aller accrocher ce match nul qui nous avait fait beaucoup de bien à l'époque. Et là, je me suis dit, allez, c'est peut-être ce derby-là qu'on va aller chercher encore un point. Mais malheureusement, il y a trop peu de qualité dans cette équipe. On manque de beaucoup de qualité pour pouvoir faire des vraies différences, pour obtenir de vraies occasions. Les vraies occasions dans le match, il n'y en a pas eu beaucoup. Et mine de rien, pour marquer des buts, il faut avoir des occasions. Et nos attaquants ne sont pas assez tueurs. On a vu l'action de Sissoko, on va Ouais. y revenir, hein, je pense. Mais avoir une telle opportunité dans un match où on a si peu d'opportunités, c'est pas possible de la rater. On peut que comprendre la défaite quand on voit qu'on est capable de rater ce genre d'occasion-là, dans ce genre de match-là. On peut pas espérer mieux, malheureusement. Bah justement, par rapport au flop, on va dire, de la rencontre, Joss, c'est qui que tu aurais vu un petit peu en dessous hier soir? Chez nous? Ouais, parce que je me souviens dans ta chronique, là, tu Alors, parles du côté droit, ouais. notamment avec... Ouais, pour moi la faillite hier, c'est le côté droit. C'est l'association Masson-Boaki, que j'ai trouvé vraiment pas bon. Enfin, les deux séparément, les deux ensemble. Masson, honnêtement, on en fait des gorges chaudes en disant Apia, quel burn vivement que Masson revienne. Je vois absolument pas ce qu'il a de plus que Apia. Absolument pas. Alors, prétendument, il est meilleur offensivement. Enfin, moi, je sais pas, vous avez vu les centres de Masson hier. Je vois pas tellement ce qu'ils ont de plus efficace que ceux d'Apia. Et puis défensivement, il est pas bon, quoi. Voilà. Et devant lui, Boakim m'a beaucoup déçu. Enfin, ça fait partie des gens que j'espérais pouvoir apporter vraiment une vraie alternative à Cafaro que, comme vous le savez, je porte pas tellement dans mon cœur. Mais c'est léger, quoi. C'est léger. Alors oui, ça va vite, c'est dynamique. Après, en termes de vision de jeu, il y a deux fois, enfin une surtout, où le jeu est clairement sur David Villiers à gauche. Il va essayer de la donner à Stassin qui est entre deux mecs. Enfin, je pense qu'on n'est pas face à un joueur très intelligent. Et c'est dommage parce que c'est tout un côté qui en souffre. Après, bon, j'ai pas été hyper hypé par le match de Mouton. Enfin, je l'ai trouvé un peu en dessous. Mais la question, c'est plus sur l'animation offensive Ouais. où là, je pense on a des questions à se poser parce qu'en fait, on a David Tachvili qui est un peu seul, c'est Jésus dans le désert pendant 40 jours, quoi. Euh, il y a eu un choix qui a été fait par Odeo de coller Stassin, qui est quand même un peu fifrelou, entre les deux armoires à glace que sont Kaletachar et Niakate. Bon, c'est facile à dire après match, mais je sais pas si un Sissoko aurait peut-être pas été meilleur dans ce rôle-là. Voilà, en tout cas, Stassin, lui, il n'a pas été bon. Et puis on voit que quand Sissoko rentre, bon, il apporte des choses en plus, mais par contre, il a du mal à la finition. Peut-être que ça aurait Donc, pu être l'inverse, Sissoko qui débute et Stassin qui entre pour les 20 dernières minutes. ouais. Alors une fois encore, je répète, c'est toujours facile à dire après le Ouais, match, hein. Mais après le match, je dis sans trop de problème qu'effectivement, j'ai le sentiment que ça aurait probablement mieux marché. Voilà. Alors bon, contre Strasbourg, il avait fait l'inverse, ça avait fonctionné. Ok. Mais au-delà de ça, ça pose des vraies questions sur qu'est-ce qui se passe devant, en dehors de David Ashvili. Voilà. ouais. Et si on enlève David Ashvili de l'équation depuis le début de saison, alors notre département offensif qui est quand même déjà pas forcément extrêmement actif, en tout cas performant, eh ben il le serait encore moins. Je pense que c'est un vrai point d'interrogation pour l'avenir, hein. Ouais. J'ai vu, Gab, que tu avais demandé les tops et les flops dans le chat. Qu'est-ce qui ressort principalement? Alors en top,
et c'est lui qui a eu la meilleure note dans l'équipe d'ailleurs avec un 7, c'est Benjamin Bouchoirie qui Ouais. revient dans les tops de tous nos auditeurs. On a aussi David Ashvili et Larsonneur qui reviennent pas mal. Et sinon, par contre, dans les flops, on a du Stassin, on a du Masson qui prend un peu pour son grade sur son côté droit. Et on a Joe 42 qui mettrait aussi Zurico, David Ajuli en flop parce que il n'a pas fait la différence hier. Donc, enfin, non, qui le mettrait plutôt pas en top, pardon. Ouais. Et sinon, c'est les trois. On a Boakier aussi qui revient beaucoup dans les flops de tout le monde. Donc c'est à peu près ce que vous disiez. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. Ok. Bah, Antoine, justement, par rapport à ce que disait Joss vis-à-vis de Ivan Masson, moi je te cache pas que Joss, je te trouve quand même sur l'analyse globale un peu dur avec Masson. Je pense qu'effectivement il apporte quand même plus que ce que peut apporter Apia d'un point de vue offensif. Mais après, je te rejoins totalement sur son match hier où il m'a beaucoup agacé. Le match de Masson, t'en as pensé quoi, toi, hier, Antoine? Tu rejoins tout le monde? C'est un match qui prouve qu'il a beaucoup de limites, Ivan Masson. Face à Malik Fofana, déjà, c'est difficile de lui jeter la pierre, tant on a vu ces dernières semaines que le Belge était capable de faire vaciller un petit peu tous les défenseurs de Ligue 1. Donc il a tenté de faire du mieux qu'il pouvait pour le contenir. Ça n'a pas toujours été facile. Il n'a pas toujours été aidé de la meilleure des manières par Boaké qui, sur certains tirs autour défensifs. Mais offensivement, hier, il a été inexistant, il a été transparent. Il était peut-être. Est-ce qu'il est encore revenu à son meilleur niveau sur le plan physique? C'est à se demander parce qu'il a quand même une charrette qui traîne depuis un petit moment. Il la traînait déjà l'année dernière, mais là on a senti moi j'ai senti qu'il n'était pas dans sa meilleure forme physique et malheureusement c'est pas suffisant. J'ai plutôt une bonne opinion de Apia à l'inverse, un petit peu comme Joss, et je le Mm. rejoins là sur ce point. Je vois pas forcément il est peut-être moins fin techniquement sur certaines montées offensives. Par contre, le nombre de centres qu'on a vu rater de la part de Masson, des centres d'une évidence avec enfin, au moins essayer de lever son ballon, de pas la mettre au premier poteau ras de terre. Il y a eu au moins deux gros centres ras de terre premier poteau où c'était Khaled Tachar Exactement. qui me semble qui a tout fait sans aucune difficulté, alors qu'on avait au moins Stassin dans l'axe, voire David Julie au second poteau. C'est descendre, c'est le premier, je peux excuser le premier dans la précipitation de sa première occasion offensive, il rate son centre, mais le deuxième, il n'a pas le droit de les rater, comme on l'a dit en ouverture, on n'a pas eu beaucoup d'occasions, et sur ces rares percées, ou ces rares moments où on a de la place, on peut aussi, enfin, il a le temps de réfléchir sur certains moments. L'autre action qui a été vraiment, qui est pas à mettre à son, qui mérite d'être souligné, c'est ce fameux, il rentre un moment, il fait un crochet du pied droit, il se retrouve sur son pied gauche pour faire une espèce de frappe du pied gauche qui est mais plus que raté alors qu'il est presque à 8-10 mètres des buts. C'est pas normal à ce niveau-là de rater Ouais, c'est autant pas de non. de gestes importants dans des matchs si importants quand on a si peu d'opportunités. Donc Ouais. non, Et Masson, c'est Antoine, sûr, est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que, ok, bon, il revient, il est peut-être pas au top physiquement, etc. Mais ça, en quoi ça impacte la qualité de centre quand il a des situations de centre où il n'est pas attaqué, où il a le temps de lever la tête et où il a le temps de faire le geste oui, juste. Moi, complètement. je crois pas que ce soit une question de condition physique, ça, hein. C'est juste une question Non, de non, non, limite technique. la condition physique, je la mettais plus sur certains duels qu'on a pu voir quand il était ou face à Fofana ou face à Tagliafico dans la manière de déborder. Je l'ai vraiment trouvé lent, beaucoup plus lent que par le passé. Mais oui, par contre, le niveau technique, au bout d'un moment, on l'a ou on l'a pas. En l'occurrence, hier, il l'avait pas et c'est pas la première fois qu'on souligne qu'il a des grosses carences à ce niveau-là. On est bien loin de son. C'est face à Nantes, il me semble qu'il avait mis un super but, une frappe Ouais. de 25 mètres. C'est sûr Ouais, que ouais, ce ouais. Ivan Masson-là, on l'a perdu il y a un petit moment et j'ai un peu du mal à croire qu'on le retrouve pour le moment. Après, il est pas, enfin, il peut nous surprendre au fur et à mesure de la saison, mais actuellement, c'est pas du tout ce Ivan Masson là qu'on a. Je confesse que après ce fameux match face à Nantes, d'il y a 3 ans du coup, j'étais à deux doigts de me dire que il méritait peut-être une sélection en équipe de France. Bon, l'avenir ne m'a pas donné raison. Euh, pour ce qui est des tops, j'ai vu beaucoup de gens dans le chat, et vous en avez parlé aussi, Joss et Antoine, de Benjamin Bouchoirie. Benjamin Mm. Bouchoirie qui a été placardisé pendant un bon moment, qui revient là depuis 2 matchs titulaires et qui fait des très bons matchs, on peut le dire. On a vu que Olivier Dalloglio, en conférence de presse, pouvait se montrer un peu dur avec lui dans les mots, mais en même temps dur mais juste, le fameux dur mais juste, où il disait clairement, bon bah Benjamin, il a compris que s'il voulait jouer, il fallait qu'il défende aussi et qu'il ne se contente pas que d'attaquer et qu'il l'avait compris cette année. Est-ce que pour vous, on a, avec Bouchoirie, trouvé le meneur de jeu qui pouvait manquer au vert?
Joss. Alors moi, déjà, avec Benjamin Bouchouari, j'ai été tellement, tellement déçu et tellement refroidi que j'ai dit que j'attendrais 10 matchs avant de m'enflammer à nouveau. Donc là, Ouais. on en est à 2. Donc je vais pas m'enflammer. Je découvre pas aujourd'hui que ce mec-là a les qualités footballistiques pour produire ce qu'il produit, mais j'ai longtemps pensé qu'il lui manquait tout le reste. Le mental, le physique, et l'approche psychologique des matchs, etc. Là, ça fait 2 matchs qui nous montrent qu'il est capable de faire des matchs pleins, parce que son intensité, son apport dans le jeu ont assez peu faibli au fil du match. Ça commence à ressembler à quelque chose. Et là, pour le coup, si ce Bouchoirie-là, on le voyait sur la durée et de manière, alors il a le droit de rater un match de temps en temps, mais en tout cas de manière qui Régulière. perdure, de manière durable. Là, je pense que ça serait une des vraies révélations de cette année, en fait. Ouais. Et ça serait une très très bonne nouvelle. Maintenant, avec le garçon, moi j'ai tendance à dire, attendons un peu, qu'il continue à faire ces performances-là, et il va nous faire beaucoup de bien, mais qu'il continue. Voilà. Par rapport à un Emen Mouefek qui, on va dire, a un petit peu le même positionnement sur le Alors, terrain. Ouais, Antoine, toi, tu vois qui devant ouais, là? Est-ce que positionnement, Benjamin Bouchouari a vraiment pris les devants ou est-ce que c'est trop tôt pour le dire? Je trouve que c'est quand même deux joueurs avec des profils différents, Benjamin ouais, Bouchouari et moi, Aymen Mouefek, même si ils ont certaines qualités, Alors, balle au pied, il y a une oui, finesse technique des deux côtés, c'est sûr. je précise ce que je disais. Oui, j'ai failli dire des profils similaires, mais non, c'est des positionnements sur le terrain qui sont un peu similaires. Après, Oui, oui, les hmm. profils de jeu sont très différents. oui, oui. T'as raison. Mais on a pu voir aussi l'année dernière que ces deux profils-là, enfin, même il y a 2 ans, ils pouvaient jouer ensemble, ces deux joueurs-là. Hmm. Ils sont capables de. Ils ont en plus, on sait très bien qu'ils s'entendent très bien en dehors du terrain. Des fois, c'est toujours intéressant d'avoir des joueurs qui s'entendent bien en dehors du terrain, qui puissent jouer ensemble sur le terrain. Ça peut toujours faire des bonnes choses. En ce moment, Emel Ouefek, depuis le début de la saison, il nous a prouvé qu'il n'était pas du tout à ce niveau-là. Benjamin Bouchouari, par contre, c'est vraiment la surprise de ces 2 derniers matchs. Même hier, face à l'expérience lyonnaise au milieu de terrain, il a prouvé avec la fougue, avec la technique qu'il avait et avec la forme qu'il a en ce moment, il a complètement pu rivaliser avec ça. Et c'est une vraie surprise. Je suis un peu comme Joss aussi. Faut pas s'enflammer parce que on savait que ce joueur-là, il avait du ballon. On sait qu'il est capable de faire de très bonnes choses. Après, est-ce qu'il est capable de le faire sur une dizaine de matchs, sur une quinzaine de matchs, sur une vingtaine de matchs? C'est encore autre chose. Après, il y a un truc que je tiens aussi à souligner là-dessus, c'est qu'il est bien accompagné. Ekwa, c'est quand même un joueur qui est d'une qualité supérieure. C'est vraiment un gars qui est largement au-dessus du niveau des autres joueurs de la SS, je trouve, moi, dans sa qualité, dans son interprétation du jeu, dans sa manière d'anticiper les choses, etc., dans nombre de ses relances. Et même Mouton, qui a été assez critiqué dans les notes, j'ai trouvé que dans l'abattage, il avait été présent hier et que ça avait permis aussi à Benjamin Bouchouari d'avoir une certaine liberté sur ses prises de balles, sur ses montées, sur le fait de pouvoir se projeter. Donc c'est tout un ensemble qui lui permet aujourd'hui de briller, et notamment hier d'avoir montré un très beau visage. Et justement, du coup, là, on a un 11 type qui commence à se dégager. T'es satisfait, toi, Antoine, de ce 11 type ou il y a des changements que tu verrais, peut-être comme Joss le soulignait, un Sissoko d'entrée avec un Stassin qui entre en cours de jeu? Bah, ça, je l'avais déjà dit dans ma dernière dans le Saturday Night Club. Pour le jeu que la SS a actuellement en Ligue 1, Stassin, malheureusement, c'est pas l'attaquant qu'il nous faut. Il nous faut un attaquant de fixation. Comme on a vu Stassin pendant 60 minutes, 70 minutes hier se faire bouger sur 95% des ballons longs. On a besoin d'un Sissoko qui, dos au but, puisse faire la différence. L'action que Sissoko a, mine de rien, c'est parce qu'il arrive à bouger son adversaire direct au physique pour ensuite pouvoir se projeter en contre. Stassin, peut-être qu'il aurait eu la vitesse pour terminer cette action-là, mais à aucun moment il aurait réussi physiquement à s'imposer dans ce duel-là pour bouger son adversaire. Et Sissoko, malgré sa maladresse criante face au but, pour une équipe qui va subir la majorité des rencontres, on a besoin d'un point de fixation, on a besoin de quelqu'un de solide devant, on a besoin de quelqu'un qui va bouger la paire de défenseurs en face. Et Sissoko, c'est ce bonhomme-là, et Stassin, malheureusement, c'est pas ce bonhomme-là. Ouais. Par rapport à Bouchouari et au milieu de terrain de manière générale, dans le chat, qu'est-ce qui ressort, Gab? Bah, on a comme le disait Joss et Antoine, beaucoup de commentaires positifs à l'égard de Bouchoirie. On a Pascal qui nous dit franchement, le retour de Bouchoirie à ce niveau-là, je n'y croyais pas du tout.
Céline, pareil, qui dit que Bouchoirie montre enfin tout son talent. Pascal qui appuie d'ailleurs en disant que Bouchoirie paraît déjà indispensable au milieu de terrain, alors que en soi il est revenu dans le 11 depuis 2, 3 matchs grand max. Euh, et on a El Cato qui trouve que Bouchoirie a progressé physiquement aussi. C'est quelque chose qu'il n'avait pas, notamment en Ligue 2, où il avait du mal à finir les matchs quand il jouait. Là, c'est vrai qu'il tient 87 minutes au très haut niveau, on va dire, en Ligue 1. Et sinon, sur la comparaison entre guillemets Mouefek Bouchoirie, on a pas mal d'auditeurs qui aimeraient bien les voir associés. On a Ouais. notamment Jo42 qui dit les deux pourraient jouer ensemble en forme. Je préfère Mouefek à Mouton et largement. John McEnrock sur YouTube, sur Twitch, qui nous dit j'essaierai bien Bouchoirie et Mouefek associés. Donc voilà, à voir pour les prochains matchs, mais c'est une idée qui peut se tester si Mouefek revient un petit peu à son niveau. Je sais pas ce qu'en pensent Joss et Antoine. Joss? Ah bah, moi, je suis à contre-courant sur Moefek de tout le chat. Je pense que Moefek n'est pas du tout le joueur que tout le monde décrit. Je pense que c'est un joueur moyen, Moefek, voilà, qui a été en surperformance l'année dernière. C'est un joueur frustre techniquement. Alors, c'est un joueur qui a de l'abattage. Voilà, sa qualité principale, c'est de traverser les lignes. Mais pour ça, il faut qu'il soit à 120% physiquement. Et moi, Moefek, ça fait 5 ans que j'en entends parler. Je l'ai vu à 120% physiquement. Allez, 6 mois. Ouais. 6 mois sur 5 ans. Le reste du temps, il est blessé. Pour moi, je suis désolé, mais Moefek est une des énormes déceptions de la SS. Est-ce que tu penses Quand qu'il est je un peu vois, surcoté via absolument, son absolument, affection pour le club et le fait il est qu'on a tous envie très de le voir? largement surcoté. Il est très largement surcoté et relayé par tous les réseaux sociaux parce qu'il s'est pointé un jour au milieu des Green Angels, y compris chez nous, hein. Je Bah, oui, pense que oui, non, mais même dans l'équipe, voilà. en fait, c'est pas une Je critique. pense que tu prends un peu de hauteur et tu regardes qui est moins fait que c'est un joueur de Ligue 2, point. Hmm. Point à la ligne. En fait, Rien Joss, de je pense plus. que c'est pas spécialement une critique aux gens qui voient peut-être Mouefek plus beau qu'il ne l'est. Je pense que c'est un biais de supporters qu'on a tous, comme ça a pu être le cas avec Étienne Green, qui est Ouais, qu'un joueur formé parce au que c'est le club, mec du centre, parce que machin, on a etc. tous envie des Ouais, mais belles enfin, à un histoires. moment Voilà. donné, ouais, mais on est là aussi un peu pour regarder ce qui se passe. Enfin, je veux dire, Oui, on bien peut sûr. tous s'émerveiller de ça, mais moi, quand je lis dans le chat que Mouefek est largement supérieur à un mouton, moi aujourd'hui, j'en suis pas sûr du tout, hein, mais pas du tout, hein. Ok. Et je suis même plutôt persuadé du contraire. Maintenant, je reviens sur quelque chose qu'a dit Antoine qui est très important, je pense, dans le mieux qu'on voit chez Benjamin Bouchoirie. C'est que je pense qu'il est beaucoup mieux accompagné, effectivement. Et que ce travail qui est fait à ses côtés, alors par Mouton ou Mouefek, peu importe, et derrière par Pierre et quoi, lui permet de gérer mieux ses efforts sur la durée du match, d'être un peu moins dans ce rôle de récupérateur et créateur, de jouer un brin plus haut, et je pense que ça lui permet de gérer mieux sa performance physique sur l'ensemble du match. Je pense que c'est un paramètre très important. En dehors du fait qu'il a très certainement aussi réfléchi, qu'il a dû prendre du plan dans la tête, qu'il a dû travailler physiquement aussi, enfin j'imagine, hein. Hmm. Et si c'est ça, c'est des bonnes nouvelles parce que ça veut dire que on peut imaginer que ça puisse durer dans le temps. Voilà. Ok. On a parlé un petit peu du milieu de terrain, on a parlé un petit peu de la ligne d'attaque. On va parler un petit peu de notre ligne défensive également, en commençant par Michael Nadé, qui nous a fait une petite frayeur hier soir. Alors, on se demandait juste avant le début de l'émission avec Joss si on avait des nouvelles. Alors, il y a un article qui est sorti sur Peuple Vert, il y a une quinzaine de minutes, qui nous dit que le défenseur de la SSE aurait quitté le stade en marchant et sans béquille hier soir. Donc ce serait potentiellement plus une frayeur que une grosse blessure. Il a quand même passé des examens aujourd'hui et devrait connaître les résultats ce mardi. Qu'est-ce que vous avez pensé, Antoine, de la performance de notre charnière hier? Parce que finalement, on encaisse un seul but, on a été plutôt solide, même si il y a eu quand même... on a subi pas mal d'occasions, avec notamment un tir sur le poteau, un but encaissé refusé, certes, là, pour une main bien visible. Mais qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de la performance de notre charnière? Bah, il fallait s'attendre à subir des occasions, hein. Il n'y a pas beaucoup d'équipes en Ligue 1 qui ne subissent pas d'occasions face à l'OL. Ouais. Avec des fois, ça a pu être laborieux, ça a pu être très laborieux,
mais ça a pu être aussi parfois très solide. Depuis le début de la saison, on est très très nombreux, je pense quasiment en l'unanimité des personnes qui suivent la SS au quotidien se rendent compte que la paire qui doit être alignée en défense, c'est la paire Nadebatu Binsika, malgré tous les services qu'a voulu rendre Abdelhamid. Il n'a pas le niveau de la Ligue 1, Abdelhamid, et il l'a prouvé à plus d'une reprise. Dalloglio, il s'est un petit peu enfermé à un moment dans sa protection de son capitaine. Il ne pouvait pas le désavouer aussi rapidement. Là, je pense que quoi qu'il arrive, il a été désavoué et on le reverra plus de sitôt. Il a pris la parole au début du match, Abdelhamid. Il a essayé de motiver tout le monde, c'est très bien. Mais c'est cette charnière-là qui doit être alignée. Et Michael Nadé, il nous prouve que c'est vraiment sur lui qu'on doit s'appuyer cette saison. C'est lui le défenseur qui va nous faire du bien. C'est lui le défenseur sur lequel on aurait peut-être dû compter la première année où on descend en Ligue 2, qu'on allait chercher Briançon, qu'on allait chercher Giraudon, qu'on allait chercher des mecs comme ça. C'était peut-être lui, on l'avait peut-être déjà dans le club, le défenseur qui pouvait nous permettre de stabiliser la SS. Là, il a prouvé qu'il était capable de le faire en Ligue 1 face à des attaquants comme la Casette, qui sont capables de claquer 20 buts dans une saison. Et Batou Binsika à côté, qui a été loin d'être ridicule. Cette paire, elle s'entend bien. On a un gaucher, on a un droitier. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. Ça fait des mois qu'ils évoluent ensemble. Et ça fonctionne. Ça fonctionne face à une équipe du calibre de l'OL avec autant de puissance offensive. On arrive à prendre qu'un seul but. C'est avec un Larsonneur qu'on a retrouvé un Larsonneur qui ressemblait un petit peu plus au Larsonneur de l'an dernier, avec des parades décisives, des arrêts un petit peu qui ressemblent ça fait un petit peu des arrêts pour les photos des fois, mais c'est efficace. Certes, il y a cette erreur de relance, sachant qu'il n'a pas été aidé sur la passe qu'on lui donne à la passe en retrait. Mais voilà, encore une fois, cette charnière Nadebatsu Minsika avec Ekwa qui se charge aussi régulièrement de venir se mettre entre les deux pour faire la relance, ça leur permet eux deux d'avoir un petit peu moins de pression sur cette relance balle au pied. Et tout ça, ça crée une belle osmose. Je pense que sur la paire Batubinsika Nadé, il n'y a pas trop de débat. Donc Joss, sur la performance de Gauthier Larsonneur hier soir, les petites inquiétudes qu'on a eues ces dernières semaines, est-ce que pour toi elles sont balayées ou en tout cas mises de côté un petit peu vis-à-vis de sa performance d'hier? Non. Ah. Non, parce que Gauthier Larsonneur, on sait qu'il est capable de faire un peu des arrêts, un peu show-off. Bah à la Jérémy Janot, quoi. Mais moi, c'est un peu un Jérémy Janot. Alors, ok, la passe en retrait, elle n'était pas forcément très heureuse, mais enfin, sur cette action-là, il montre ses limites. Je pense que c'est un mec qui rassure pas. Et je pense que le niveau des gens à qui il a affaire en face de lui s'est élevé de la Ligue 2 à la Ligue 1. Et moi, pour moi, il m'a pas prouvé qu'il avait franchi le cap. Alors hier, c'est plutôt un bon match. C'est plutôt un bon match si on ne regarde que ses arrêts réflexes. Après, c'est son boulot aussi, de faire des arrêts. Mais moi, je suis toujours pas convaincu. Voilà, je suis toujours pas convaincu. Je pense que c'est notamment sur les sorties. Enfin. Même si hier il n'a pas eu à faire énormément de sorties aériennes et celle qu'il a eu à faire il l'a bien faite, mais je regarde sur l'ensemble depuis le début de la saison, enfin moi il me rassure pas du tout, quoi. Il me rassure pas du tout. Donc moi le match d'hier est accrédité d'un bon match pour lui, mais c'est pas ce match-là qui me fait changer d'avis. Je pense que je vais le dire différemment. Je pense que si la SS veut franchir un cap, il y aura pas mal de joueurs à renouveler. Voilà, lui en fera partie. Ok. C'est intéressant ce que tu dis parce que justement moi j'avais l'impression qu'il y avait un peu un consensus sur le fait que justement quand Gauthier Larsonneur est arrivé au club, il a un petit peu rassuré tout le monde, que c'était quelqu'un d'assez vocal qui discutait beaucoup avec sa défense et je te rejoins sur certains de ses défauts, mais justement le côté rassurant pour moi c'était une de ses qualités. Ouais, mais rassurant, que tu peux être rassurant à la voix, c'est une chose, mais ce qui va rassurer d'abord ton équipe, c'est les interventions qui soulagent. Et il me semble, mais ça n'est que mon avis, que là, le cut Ligue 2, Ligue 1 n'a pas été franchi. Voilà. Je parle pas du match d'hier, en dehors de cette action dont on pourrait discuter. Bon, le but a été refusé, ok. Mais de manière générale, moi je l'observe un peu quand je le vois à Geoffroy Guichard. Ouais, sur les sorties aériennes notamment, moi je trouve pas du tout rassurant, pas du tout. Il en capte pas énormément, il en boxe beaucoup. Voilà, je crois pas que ça puisse être sur la durée un très bon gardien de Ligue 1. Voilà. Mais après, qui me prouve le contraire, je serais le premier à applaudir. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Qu'est-ce que ça dit dans le chat par rapport à Larsonneur? Ouais, c'est un avis qui est partagé
Alors sur le match d'hier, Jo42 notamment nous dit que c'est un bon match comme Didounet, bon match de l'Arseneur. Après, pardon, sur le cut Ligue 1, Ligue 2 comme disait Joss, c'est vrai que là il y a beaucoup plus de pessimisme on va dire. Ok. On a Pascal qui nous dit que l'Arseneur est pas mal sur sa ligne mais il a encore failli nous coûter un but hier. El Cato qui nous dit que l'Arseneur, son problème, c'est les sorties aériennes, sa taille et son jeu au pied. Selon lui, il a un plafond de verre en fait avec la Ligue 2, entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Comme il nous le répète après, El Cato, il a rassuré en Ligue 2, mais en Ligue 1, les frappes ne sont plus les mêmes. Ça va plus vite et plus fort. Et sur YouTube, c'est un avis qui est partagé. On a Jonathan Haro qui nous dit malheureusement l'Arseneur n'a pas le niveau Ligue 1. Jimmy Riffer qui cite Patrick Guillou dans sa chronique, qui disait que l'Arsenal est juste un shoot bloqueur, mais après, niveau pied, niveau sortie, c'est difficile. Et on a Spider Fox qui nous dit qu'il aimerait bien voir Maubleu, voir ce que vaut Maubleu, car l'Arsenal n'est pas très bon au pied et dans ses sorties. C'est quelque chose qui revient de plus en plus ces derniers temps. Après, je sais pas si Dalloglio franchira ce step-là, mais c'est vrai que Maubleu revient de plus en plus dans les discussions. Ok. Oui, on sait en plus. Juste Ouais. j'aurais juste rajouté un truc. Shoot blocker, c'est très bien, mais en fait, des bons shoot blockers en Ligue 1, il y en a à peu près dans toutes les équipes. Hein. Aujourd'hui, je vois pas de gardien en Ligue 1 qui soit pas bon sur sa ligne. Ce qui fait la différence, c'est tout le reste. Et là, dans tout le reste, principalement, pour prendre deux aspects principaux, les sorties aériennes, le fait de les bloquer, ou en tout cas de les boxer ailleurs que dans l'axe, et la qualité de jeu au pied, je pense que Gauthier Larsonneur est loin du cut. Voilà. Ok. Oui, et par rapport à Maubleu, gardons quand même en tête que le poste de gardien est un poste particulier et qu'on ne change pas un gardien dans sa feuille de match comme on peut changer un milieu de terrain ou un attaquant. Gardons quand même ça en tête aussi. Juste pour rajouter un dernier petit truc sur l'Arsenal, moi ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est son âge en fait. Gauthier Larsonneur, il va avoir 28 ans au mois de février. 28 ans, on est censé être quand même on est censé rentrer dans la force de l'âge, atteindre un niveau un petit peu, atteindre peut-être son meilleur niveau. Et si son meilleur niveau actuellement, c'est celui qu'on voit depuis le début de la saison, comme l'a dit Joss, malheureusement, c'est pas un gardien qui est fait pour s'épanouir en Ligue 1 à long terme. Ouais. À moins qu'il réussisse à renverser la tendance et nous prouver qu'on s'est trompé depuis une dizaine de matchs. Mais là, actuellement, à bientôt 28 ans, il a pas, à part sur des matchs comme hier où il a réussi un petit peu à élever son niveau de jeu, et ça, il faut le faire sur une saison, et pour l'instant, il n'a pas réussi à le faire. Et à 28 ans, c'est un petit peu inquiétant. Je vois Manu63 dans le chat qui dit « Et sinon, il était où Gazidis au juste ?» Le problème avec Gazidis, c'est qu'il s'est défini comme étant supporter de l'AS Saint-Etienne et que la préfecture a interdit le déplacement de tout supporter, toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'AS Saint-Etienne. Donc, il ne pouvait pas être au stade hier. Blague à part, de manière plus générale, au niveau de l'état d'esprit, on a vu la journée qui a précédé le derby, la journée du derby avec le départ du bus, une grande ferveur et beaucoup de discours qui ont été prononcés et l'ambiance derby qui n'a certes pas pu s'exporter jusqu'au Groupama Stadium, mais qui était bel et bien présente à l'ETRA. Est-ce que vous avez trouvé, est-ce que Antoine, tu as trouvé que l'état d'esprit qu'on a vu sur le terrain était le bon, ou est-ce que tu as trouvé des verts un peu trop gentils? Ils étaient un peu trop gentils, hein, même sur la fin du match, sur les dernières minutes de jeu où tu es mené 1-0, tu plus grand chose à perdre, tu as eu ce but-là refusé qui te permet de rester dans le match. Normalement, tu essayes un petit peu de jeter toutes tes forces dans la bataille. Et on l'a pas vu ça, on n'a pas vu des joueurs agressifs. Sur certaines phases de jeu où on a vu que les Lyonnais commençaient à gagner du temps. Non, ils ont pas forcément chambré, mais voilà, c'est ces moments de jeu qui sont très. Normalement, quand tu es joueur de foot, ça te fait. Ta frustration doit ressortir, et j'ai pas ressenti de frustration chez les joueurs, et c'est ça qui m'a déçu en fait. C'est sur un match comme ça, depuis une semaine, on a vu ce qui s'est passé à l'ETRA pour le dernier entraînement, pour le départ du bus, les discours des supporters, tout ce qui a été mis en place, et on n'a pas assez vu ça sur le terrain. On a vu des joueurs courageux, on a vu des joueurs qui faisaient un bon match, qui faisaient un match même assez généreux dans l'engagement, mais ils ont pas été dans le dépassement de fonction. On a vu très peu de joueurs sortir vraiment quelque chose de plus. On a vu très peu de joueurs s'énerver, essayer de douze-piller l'arbitre, essayer de douze-piller les adversaires, et ça, malheureusement, dans un derby, surtout quand on est censé être l'équipe un petit peu inférieure sur le papier, on doit passer par là. Et ça, on n'a pas réussi à le faire. Et même les Lyonnais n'ont pas eu besoin de passer par ces biais-là
pour gagner ce match-là. À la fin du match, il n'y a même pas eu de chambrage particulier. Moi, je m'attendais un petit peu à que ça dégénère à la fin du match. On est mené, on n'a pas beaucoup d'occasions, on voit qu'on n'y arrive pas. C'est souvent comme ça que ça se passe dans les derbys. Et voilà, il manque encore peut-être cette identité-là à beaucoup de joueurs, cette habitude-là de jouer des derbys, d'en perdre, de chercher à les gagner. Et du coup, c'est ce qui a fait perdre un petit peu de saveur à cette fin de match où on s'est dit, est-ce qu'on va vibrer, est-ce qu'il va y avoir quelque chose, est-ce qu'il va se passer quelque chose. Finalement, à part cette frappe de Mouefek et ce ballon dégagé presque contre son camp de Tagliafico, sur les 10 dernières minutes, il se passe rien. Donc voilà, c'est cette frustration-là, moi, qui me reste un petit peu en travers de la gorge, en espérant qu'au match retour, avec de l'ambiance de Geoffroy Guichard, ça ne soit pas la même chose, parce qu'un derby, quand on n'arrive pas à le gagner, il faut essayer de montrer qu'on est on a tout fait pour le gagner. Et hier, j'ai pas au moins accroché un match nul, et hier, j'ai pas l'impression qu'ils ont tout fait jusqu'au bout pour aller chercher ce match nul. Quitte à perdre 2-0 plutôt que de perdre 1-0. Ouais, Joss, tu rejoins Antoine là-dessus. J'ai vu Ouais, aussi. alors moi, Ah, enfin, ouais, ap- Après le match, il y a. Oui, vas-y, Je vas-y. me permets juste. Après le match, il y a Batou Binsika qui disait on a mis les ingrédients qu'il fallait. La preuve, dans le vestiaire, tout le monde était de chiffon carpette au sol, épuisé, parce qu'on a vraiment tout donné hier soir. Est-ce que tu l'as ressenti, toi? Ben, en fait, c'est curieux, parce que plus je m'éloigne du match, plus je suis d'accord avec ce que je viens d'entendre. Alors que à chaud, j'avais moins cette impression-là. C'est-à-dire qu'à chaud, j'avais l'impression qu'ils avaient été quand même dans l'intensité et qu'ils avaient, pour des mecs qui savaient pas du tout ce que c'était que le derby, avaient joué plutôt avec le bon état d'esprit. Et puis finalement, en revoyant certaines séquences, en prenant du recul, en lisant certaines choses, en discutant aussi, j'étais tout à l'heure par exemple avec Romain, notre chef bien aimé à tous. Et effectivement, je suis un peu d'accord avec le fait que on aurait pu faire plus et mieux dans l'impact. On aurait pu on aurait pu jouer un peu plus le jeu du derby. Et finalement, quand on regarde un peu ce qui se dit autour, l'attitude de Dalloglio en conf d'après-match, les sourires et tout ça, je me dis que finalement, je ne sais pas comment ils ont été préparés à ça. Il y aurait à creuser là-dessus. J'ai l'impression qu'ils ont été préparés dans une logique de dire si on prend pas une rousse, ça sera déjà un bon résultat. Ce qui fait que du coup, c'est pas tout à fait la même chose que de leur dire si vous mourrez pas sur le terrain, ça sera un mauvais résultat. Hein, tu vois. Il a manqué peut-être un peu plus de ça. Après, comme je l'ai dit au début, bon, il y avait du monde à l'Etra samedi, il y avait du monde à l'Etra dimanche. Ça aurait pu leur donner cette espèce de flamme-là. Mais c'est des mecs qui connaissent pas ça, voilà, qui connaissent pas ça. Il y a beaucoup de jeunes dans l'eau qu'ils l'ont peut-être pas forcément appréhendé comme nous on aurait aimé qu'ils l'appréhendent. Donc ça a probablement manqué un tout petit peu d'agressivité, même si dans l'intensité du match, dans les duels gagnés, notamment on a vu que les duels gagnés, on était devant, ils ont été là, mais on aurait probablement tous aimé un peu plus. Et on aurait aimé un peu plus aussi de Dalloglio. Moi, j'ai pas trouvé ça très habile de sa part. Alors après, lui, dans une situation qui est très particulière, Dalloglio. Hein. Je pense qu'il fait gaffe à son cul à chaque match. Mais par exemple, quand il a un peu neutralisé l'événement dans les comptes d'avant-match, En en conf disant, ah, faut pas d'avant-match, trop ouais. en faire, j'essaie qu'il s'emballe pas, machin. Bon, voilà. Et dans l'après-match, l'espèce de satisfecit en disant, bah voilà, on a quand même fait un bon match. Son passage à l'équipe TV où il dit oui, il y a eu des bonnes choses et je suis content, les joueurs ont fait le job, mais tous ces sourires et tout ça, c'était peut-être pas très approprié. Et ça renseigne peut-être dans quelle atmosphère les joueurs ont été mis autour de ce match. Ouais. Bah, justement, dans le chat, Gab, qu'est-ce qui ressort sur le. Parce que Joss, il souligne quelque chose d'intéressant là, ce fait que juste après le match, on se dise bon, bah ça va, on a perdu, mais on a tout donné. Et que plus le temps passe, plus on se dit ouais, mais on a tout donné comme des bons élèves, mais il a manqué, comme disait Antoine, ce supplément d'âme qui fait que peut-être on aurait pu aller chercher un meilleur résultat. Qu'est-ce qui ressort? Tout le monde est plutôt d'accord. On a, bah, comme on le disait tout à l'heure, la photo de Davitashvili et Mikotadze qui n'a pas plu du tout à Jo 42. Ça l'a beaucoup énervé ce genre d'image. On a Dauphino Mania qui trouve aussi que c'était un derby plutôt calme comparé à ceux qu'on a pu vivre précédemment, sans les habituels bouchers lyonnais, sans de provocation sur le terrain. Donc c'est un peu ce que ça vient dans le sens de ce que disait Joss. La Stéphanoise qui nous dit que sur le cas Olivier Dalloglio, et c'est partagé par Jo42, que Olivier Dalloglio justement n'avait aucune combativité en fait. Bah, comme disait Joss,
il a l'air, enfin, il souriait après le match, avant le match aussi. Il avait l'air un peu de dédramatiser l'événement, alors que c'était pas forcément ce qu'il fallait faire. Enfin, après, on est personne pour Mm. savoir comment ça se passe dans le vestiaire, mais voilà. Et on a Hervé, qu'on salue, notre chroniqueur, qui nous dit, à mon humble avis, depuis Nice, si on perd par moins de 3 buts d'écart, ça va à tout le monde. Donc Ouais, c'est pas, c'est pas, c'est voilà, je pas, sais non pas ce mais que vous c'est en pas con pensez, mais pour une fois qu'Hervé dit un truc intelligent, faut le souligner. En plus, le mec, il arrive à 21h35, c'est n'importe quoi. Mais c'est vrai, il a un peu raison, le gars sûr de l'Aubrac. J'ai l'impression qu'on a été tellement, on a eu tellement le joufflu éclaté par ce 8-0 que maintenant, à 3-0, on se dit finalement, c'est pas si mal, quoi. Ouais. Donc, on a baissé le niveau d'exigence, quoi. Voilà. Peut-être, effectivement, et on embrasse bien sûr Hervé. Bon, je pense qu'on a bien débriefé ce match. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ce qui s'est passé autour de nous quand même ce week-end, puisque Montpellier qu'on affronte lors du prochain match, bah, c'est un petit peu réveillé. Ils ont gagné 3-1 contre Brest. Brest justement donc qui a perdu. Nantes qui s'enfonce un petit peu, qui a perdu contre Lens, et Le Havre qui, pour le coup, perd 3-0 contre Reims, et qui s'enfonce un petit peu plus dans la crise. Par rapport à Montpellier, est-ce que, Antoine, ça te fait peur un petit peu cette victoire probante contre Brest ce week-end, ou est-ce que tu te dis c'est un peu un non-événement et que Jean-Louis Gasset ne nous fera pas une mauvaise farce? C'était un match particulier à Montpellier, il me semble que c'était les 50 ans du club. Enfin, ils célébraient un petit peu les 50 ans du club aussi. Au bout d'un moment, il fallait bien qu'ils gagnent un match. J'ai envie de dire, il Ouais. faut bien que l'effet du coach se fasse ressentir à un moment. On sait que Brest, ils sont dans une telle euphorie générale avec ce qui se passe en Ligue des Champions, qui peuvent aussi peut-être un petit peu déconnecter de la Ligue 1 sur certains matchs, notamment prendre de haut certains adversaires ou alors ne pas préparer de la meilleure des manières, surtout un match face à la lanterne rouge de Ligue 1 et se faire surprendre à la moisson. Ça, c'est quelque chose de possible. Par contre, la vérité du terrain, ça sera, comme tu l'as dit, après la trêve, avec la réception de Montpellier, sachant que dans le même temps, on a Nantes qui reçoit Le Havre. Là aussi, c'est quand même un sacré duel de bas de tableau. Et Auxerre, qui marche plutôt bien en ce moment, qui reçoit Angers. Donc là encore, il va avoir trois matchs décisifs très importants pour le maintien. De là à voir Montpellier se réveiller complètement, pourquoi pas, mais ils sont qu'à 3 points en fait. Montpellier, on les avait déjà enterrés. Ils sont qu'à 3 points, ça veut dire que s'ils nous gagnent à la trêve, ils reviennent à égalité. Ils ont pour l'instant une moins bonne différence de but, mais ils peuvent nous revenir dessus. Enfin, il faut enterrer personne dans ce championnat. Il suffit d'enchaîner 2 victoires, on peut se retrouver à la 9e place du championnat. Donc voilà, faut vraiment prendre les matchs les uns après les autres, pas enterrer personne, surtout enterrer personne, comme on l'a vu avec Montpellier, et regarder à la fois en haut, à la fois en bas, parce que ça peut aller très vite des deux côtés. Bah justement, on est à 16e à égalité avec Le Havre en termes de nombre de points. On est à 10 points chacun, même différence de but. Euh, Joss, Le Havre, Montpellier, Saint-Étienne, Angers, Nantes. Pour l'instant, quelle est la dynamique qui te semble la plus positive? Est-ce que c'est nous, ou est-ce que justement tu vois avec le changement de coach Montpellier se redresser? Bah, le problème des dynamiques en ce moment, c'est qu'elles durent 2 matchs, hein, pour chacune des équipes. Bon, il y a un truc qui est flagrant, hein, 6 points entre la 11e place et la 18e place, ce qui veut dire que les positions sont pas faites. Il y a peut-être une dynamique qui semble quand même bien partie, c'est celle de la JOCR, qui, pour moi, les sort un peu de notre championnat. Pour le reste, enfin, c'est un peu un combat à chaque journée, en fait. Alors, Ah oui, pardon. Montpellier, Mini erratum, Le Havre est à 9 points, il y a une petite erreur sur le visuel. My bad. Vas-y, je te laisse continuer. oui, et ça change rien sur l'écart entre le 18e et le 11e. Du coup, il y a toujours, tout le monde se tient en 6 C'est vrai. points. Bon, Montpellier, moi, de ce que j'ai vu jusqu'ici, est pour moi, une des équipes qui propose le moins de choses intéressantes. Alors, est-ce que Jean-Louis Gasset, avec les mêmes joueurs, va arriver à proposer autre chose? J'en sais rien. Euh, mais voilà, de Montpellier, j'allais dire jusqu'à Nantes, au moins jusqu'à Nantes, pour moi, il n'y a aucune des équipes qui se détache. Et ça va être remis sur le tapis à chaque journée. D'où l'importantissime Saint-Étienne-Montpellier du 23. Importantissime. Qui, alors là, pour le coup, comptablement, beaucoup plus important que le derby. Parce que là pour le coup, faut pas se louper.
Il faut vraiment pas se louper parce qu'il faut absolument les remettre à 6 points, quoi. Au moins pour essayer déjà de prendre de l'écart par rapport à la 18. Après, on verra pour la 17, puis on verra pour la 16. Mais c'est pour ça que ce match est vraiment très très important le 23 novembre. On rappelle le calendrier, on a le 23 novembre, donc la réception de Montpellier, le 30 novembre, le déplacement à Rennes, le 8 décembre, la réception de Marseille, et enfin on terminera l'année avec le déplacement à Toulouse le week-end du 14-15 décembre. Gab, au niveau du chat, est-ce que les gens sont confiants pour le match contre Montpellier ? Euh, Il n'y a pas eu trop de. Ah si, on a sur YouTube, on a Stéphane qui nous dit que Gasset est capable de rebooster Montpellier, même si Montpellier, selon Stéphane, reste avec Angers et Le Havre nos trois principaux concurrents pour le maintien. Sinon, sur Twitch, on a Jo42 qui estime que Montpellier est capable de venir gagner à Geoffroy Guichard. On n'espère pas. On a El Cato qui nous dit que chaque match va être un match de Coupe de France, même contre Montpellier qui est dernier. Et sinon, on a Dauphine Maniac qui espère clouer le bec au président Nicolin et Céline. Mais comme je pense que c'est un avis partagé par tout le monde, faut absolument prendre des points pour vite se sortir de cette 16e place. Tout à fait, parce que pour l'instant, nous sommes barragistes et nous ne voulons pas revivre ça. Oui, Joss. Juste une petite particularité du calendrier de cette année qu'il faut quand même souligner, c'est que on terminera l'année, si je me trompe pas, le 15 décembre, c'est la dernière journée de l'année. Oui, je crois. Ce qui veut dire qu'il y aura 2 journées de la phase aller qui se joueront l'année prochaine. Tout à fait. Ce qui peut avoir Ouais. son importance, c'est-à-dire qu'au Pour lieu le PSG. au lieu d'avoir 17 matchs sur la phase retour, donc avec les possibles renforts de cours d'année, il y en aura 19. Ça peut avoir son importance. Voilà. T'es confiant, toi, pour le mercato hivernal? Parce que je sais que j'écoute toutes tes chroniques et t'en parles régulièrement du fait que tu attends le mercato hivernal pour des renforts inespérés. Justement, tu les espères, ces renforts? Confiant, ouais, confiant parce que je me dis que les gens qui sont à la tête du club, il n'y a pas de raison qu'ils ne voient pas les mêmes choses que nous. Est-ce qu'ils iraient chercher les mêmes profils que nous? Ça, par contre, je suis beaucoup moins sûr, mais en tout cas, je pense qu'ils voient qu'il y a quand même des lacunes à pas mal d'endroits, donc je pense qu'ils vont faire des choses. Voilà. Maintenant, quelle chose, quel poste, quel profil, j'en sais rien. J'espère qu'ils vont renforcer cet effectif qui en a besoin. Toi aussi, Antoine, tu as encore confiance dans les dirigeants? C'est un peu tôt, évidemment, pour tirer des premiers bilans, mais ce mercato hivernal, tu l'attends avec des doutes ou tu l'attends avec de l'espoir? Avec de l'impatience plus que des doutes et de l'espoir. On était heureux cet été d'avoir un nouvel actionnaire censé être un actionnaire fort qui est capable d'investir. On l'a vu il a pu le faire avec un mercato certes décevant cet été, mais en termes d'investissement financier qui a été réalisé, c'est le plus gros mercato de l'histoire de la SS. Malheureusement, ça porte pas ses fruits pour l'instant. Il faut espérer que celui de cet hiver soit financièrement aussi intéressant pour pouvoir apporter des profils intéressants à cette équipe, parce que cette équipe, elle manque beaucoup de joueurs à quasiment toutes les lignes pour s'assurer un maintien assez sans trop stresser. Parce que malheureusement, si on reste avec cette équipe-là, à moins que Olivier Dalloglio fasse des miracles ou qu'un nouveau coach vienne trouver une solution magique, ça va être très stressant jusqu'à la dernière journée, voire même jusqu'au barrage de la descente. Messieurs, il est 21h54, il nous reste 6 minutes, je propose que l'on passe au quiz de fin d'émission. C'est parti, jingle quiz. Alors, 3 questions pour vous départager. J'enchaîne un petit peu de manière abrupte, mais sinon on n'aura pas le temps de faire ça dans l'heure qui nous est impartie. Je commence avec une première question assez simple. Vous allez tous les deux me donner un nombre et celui qui sera le plus proche remportera ce premier point. Hier soir, nous n'avons malheureusement pas réussi à marquer face à cette équipe de banlieue. Pourtant, lors des 125 derbies officiels de l'histoire, nous avons réussi à marquer plus de buts qu'eux. Alors, combien de buts est-ce qu'on a marqué contre l'OL? Messieurs, Antoine, je te laisse la main. Combien de derby tu m'as dit En 125 derbies pris en compte.
championnat En et match de 125 coupe. derbies pris en compte, je dirais qu'on a marqué au total 131 buts. 131 buts. Et Joss, combien tu estimes qu'on a marqué de buts? C'est le au plus proche ou c'est C'est au au plus plus proche? proche. Je vais dire 142. 142, eh bien, Joss, tu vas remporter le premier point puisqu'on a marqué 157 buts dans l'histoire du derby contre 150 pour l'Olympique lyonnais. Un point donc pour Joss. Deuxième question, ça va être un qui suis-je. Encore une fois, vous connaissez, je vais vous lire la biographie d'un joueur passé par l'AS Saint-Etienne ou en tout cas ayant un rapport avec l'AS Saint-Etienne. Dès que vous pensez avoir la réponse, vous dites votre nom et je vous donne la parole. Je vous parle donc d'un joueur retraité des terrains. Je vous parle d'un homme qui pourtant n'est pas encore vieux, puisqu'il est né en 1983. Il a été repéré assez jeune dans son club de Bourg-Péronnas par l'Olympique lyonnais qu'il rejoindra en 1997. Antoine, Antoine, Antoine François Clerc. comment tu l'as eu avec Bourg-Péronnas? Bah, rejoint l'Olympique lyonnais, jeune retraité, euh, qui a Ouais, rejoint l'OL à je la fin l'avais des années aussi, moi. 90. Eh ben, bien J'avais joué. aussi, mais trop tard. Bien joué, messieurs. Attaquant d'origine, il se reconvertit d'abord en milieu droit, puis en défenseur latéral. Il est alors prêté en 2004-2005 à Toulouse, puis reviendra à Lyon jusqu'en 2010. Il se décidera enfin à partir de banlieue pour rejoindre l'OGC Nice, où il s'imposera comme un cadre pendant 2 ans avant de rejoindre l'AS Saint-Etienne pour écrire les plus belles lignes de sa carrière. Évidemment, entre 2012 et 2016, ce latéral droit pas très sombre terminera sa carrière au Gazélec Ajaccio en 2018, après avoir donc participé à nous ramener à notre dernier titre, la Coupe de la Ligue en 2013. Il s'agit bien sûr de François Clerc. Dernière question, messieurs. Le prochain match, c'est le match contre Montpellier. Eh bien, le dernier match contre Montpellier a eu lieu le 5 février 2022 à Geoffroy Guichard. Ce soir-là, on gagne 3-1. Mais alors, qui a participé à ce match? Sauriez-vous me citer l'un après l'autre les joueurs ayant participé à la rencontre, titulaires comme remplaçants? Et nous allons faire un petit pile ou face pour savoir qui commence. Joss, tu choisis pile ou tu choisis face? C'est une enchère ou c'est une Non, enchère ou quoi? c'est pas une enchère, vous allez le faire un On par dit un à et le chaque premier fin. qui se trompe a perdu. D'accord, ok. Pile ou face? Pile. Donc ce sera face pour Antoine. Hop, et c'est pile. À toi, Joss. On va commencer par les cases. Bernardoni. Paul Bernardoni, c'est bon. À toi, Antoine. Moi, je me rappelle du buteur qui égalise Romain Amouma. Romain Mouma qui est rentré en jeu, tout à fait. Donc là, ça jouait comment là? Ça jouait. Est-ce qu'il était là, lui? Je pense qu'il y avait Michael Nadé. Il pense qu'il y avait Michael Nadé, et il a raison, il y avait Michael Nadé. À toi, Antoine. Moi, je me rappelle de l'autre buteur, c'est Wabi Kazri, il me semble, non? Wabi Kazri qui avait marqué ce soir-là, effectivement, et qui était capitaine d'ailleurs. À toi, Joss. Devant, on devait avoir Bouanga. Tout à fait, Bouanga était titulaire. À toi, Antoine. Euh, Est-ce qu'au milieu de terrain, on n'avait pas notre ami Zaidou Youssouf? Nous avions notre ami Zaidou Youssouf, tout à fait. À toi, Joss. Le copain de l'infirmier. Alors, je dirais Falaï Sako. Falaï Sako, tout à fait, qui a rejoint ensuite les gens de Montpellier. Ouais, c'est ça. On ne triche pas, on ne regarde pas le chat, hein, évidemment. À toi, Antoine. Est-ce qu'on n'aurait pas notre ami aussi, Monsieur Kolo Diaziak? Timothée, comment tu dis? Kolo Diaziak. Il était là. À toi, Joss. De l'autre côté, bah, ça devait être Masson, parce que ça jouait en piston, là. Tout à fait. Ivan, de son prénom. Euh, Est-ce qu'on n'avait pas Monsieur Nordin qui avait. Nordin, non, aussi? Nordin est entré en jeu. Et c'était le 3e buteur, effectivement. À toi, Joss. Il manque quelqu'un dans la défense, là, à 3. Je pense que ça faisait partie des rares matchs de Mangala, ça. Eliakim, qui a joué, effectivement, ce soir-là. À toi, Antoine. Est-ce que Bernardoni a été dit? Bernardoni a été dit.
Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Euh, Non, je tèche là. J'aurais peur de dire. J'aurais dit Aouchiche. Aouchiche est entré en jeu, tout à fait. Aouchiche, ça marche. Oh là là, exceptionnel. Le gong. On devait avoir du bout de bouse aussi en attaque. Riyad Boudbouz était là, effectivement. Est-ce qu'on n'avait pas Monsieur Saïdousso derrière? Et non, et ben vous m'avez fait peur parce que je me suis dit si là ils arrivent à avoir tout le monde, et ben faudra que je trouve une question en urgence. Et non, il n'y avait pas Saïdousso. Il restait Moi, j'en ai encore un. J'en ai encore un que je pourrais tenter. C'est Gournadouat, non? Gournadouat qui était effectivement le dernier Oui, titulaire on a. au milieu de terrain et où nous avions Aymen Mouefek qui est rentré en jeu et Tube qui était entré en jeu également. Et ben ça fait un deuxième point pour Joss qui du coup va un petit peu moins râler dans notre conversation Synthé Night Club ce soir après le quiz. Si, parce que je me suis fait niquer 3 points sur le quiz où Keket a Allez, je te lâchement. coupe la parole parce que il faut que je tienne le timing. Bisous tout le monde, merci On en d'avoir suivi reparlera. cette émission. Merci Joss, merci Antoine, merci Gab de m'avoir accompagné. Merci à vous qui nous avez Salut les gars, écoutés bonsoir à tous. en direct ou en podcast. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne semaine. Et allez les verts. Ciao tout le monde. Salut à tout le monde, bye. À tout le monde.